Il faut vraiment arriver avec une proposition de valeur. Aujourd'hui, si on se lance, qu'on n'a aucune connaissance sur le podcast et qu'on se dit c'est pas grave, je vais me former. Et en vrai, c'est très bien et beaucoup ont commencé comme ça. Je suis pas en train de dénigrer, mais c'est juste qu'il va falloir se faire une place. C'est vraiment pas facile parce qu'il y a déjà beaucoup de monde sur le marché et qu'en effet, quand tu es en concurrence avec un média qui propose aussi de la visibilité sur son média, bah ça, est-ce que toi tu peux l'offrir ou qu'est-ce que tu peux offrir à côté que les autres n'ont pas? Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Pour cette pastille actu, aujourd'hui, je reçois Laura Pironnet, directrice podcast chez Cosa Vostra. Bonjour Laura. Salut. Et bienvenue pour ta, je ne sais plus combienième participation. Oh, ça va. Peut-être troisième. Peut-être troisième, donc toi tu les comptes, c'est bien. Pour parler alors ça va presque devenir un marronnier. La sortie de la cartographie de l'écosystème podcast en France, dont la nouvelle version est sortie là il y a quelques jours. Ouais. C'était la semaine dernière. Ouais, exactement, lundi. Donc je l'ai présenté officiellement pour la première fois le 8 avril. Et donc le 11 avril, on a communiqué... La sortie officielle. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu tu l'as en avant-première dévoilé au festival podcast de Bordeaux. Ouais, Bordeaux fête le podcast, exactement. Exactement. Et voilà, donc je trouvais intéressant de te faire venir pour en parler, puisque c'est un énorme travail que toi et ton équipe vous avez fait là-dessus pour tenir à jour, et ça montre quand même aussi le foisonnement un peu de cet écosystème, puisque chaque année, je sais pas, il y a combien de nouveaux acteurs, tu vas nous dire ça. Et voilà, un très beau travail qu'on peut trouver sur le site de Cosa Vostra. Alors, faut noter, donc c'est www.cosavostra.com/cartographie, donc au singulier, -podcast au singulier. Donc cosavostra.com/cartographie-podcast. Podcast, c'est assez simple, je mettrai le lien, effectivement. Mais voilà, allez-y peut-être, mettez pause si vous voulez une seconde pour l'avoir sous les yeux. Ça peut être intéressant de voir de quoi on parle. Est-ce que tu peux rappeler, c'était quoi l'objectif à la base avant qu'on parle de cette nouvelle édition ? Ouais, donc pour la première fois, Cosa Vostra a réalisé la cartographie en 2019, donc même avant que je sois là. Et l'objectif, à ce moment-là, c'était pas le même marché aussi qu'aujourd'hui, c'était beaucoup moins structuré. Il y avait quand même pas mal de choses, hein. C'était moins structuré, c'était moins clair, et donc l'objectif, c'était vraiment de répertorier sur un même endroit visuellement tous les acteurs professionnels de l'écosystème. Donc ça ne répertorie pas les podcasts et vraiment les personnes qui créent les podcasts, mais ça répertorie les acteurs du marché et qu'on répertorie selon différentes catégories. On est obligé de mettre les acteurs dans des catégories pour que ce soit beaucoup plus clair, donc les hébergeurs, plateformes de diffusion, les studios de production, les médias qui créent aussi leurs podcasts, les outils techniques, logiciels, événements, curateurs, etc. Donc quand bien même on se sent dans plusieurs catégories, vous avez dû faire des choix. Et c'est le cas aussi. Tu prends Acast, ils sont hébergeurs et ils travaillent la monétisation. Ouais. Il y a des événements qui font aussi des newsletters, il y a des logiciels de post-prod. Enfin, tu peux aussi être dans plusieurs catégories. Mais donc des choix à faire de votre côté. Oui. Donc 5e édition. 6e version, pardon. Déjà, c'est qui les nouveaux acteurs qui sont apparus? Il y a des arrivées un peu notables. T'as quelques stats sur le nombre justement de... Donc là, on a 600 acteurs, ce qui est énorme. Alors, faut savoir que ça a évolué aussi entre 2019. En fait, si vous cherchez sur Internet, vous trouverez facilement cartographie des acteurs du podcast. C'était une image. Donc, on avait tous ces acteurs répertoriés sur une image. Là, aujourd'hui, 600. Faudrait vraiment dézoomer assez fort. Donc, on a fait le choix de passer sur une version site. Et donc, d'ailleurs, précision, si vous y allez, il faut y aller sur PC ou Mac, pas sur mobile. D'accord. Parce qu'on a utilisé un Figma. Et du coup, c'est sur un site où vraiment les rubriques sont sur différentes pages. Et donc là, vous avez plutôt les acteurs par catégorie. Donc aujourd'hui, il y en a 600 au total. Là où vraiment c'est la folie et chaque année, ça se développe de plus en plus, c'est les studios de production. Alors qu'ils sont soit
on va dire des agences comme Cosa Vostra qui ne font pas que du podcast, soit des studios qui ne font vraiment que du podcast. Et dans ces studios, il y en a aussi qui sont spécialisés. Donc, soit qui vont être spécialisés sur une thématique, donc les territoires, le tourisme, l'écologie, les sujets de société, soit sur un format, le reportage ou les podcasts pour enfants, par exemple, qui sont aussi assez particuliers. Et après, on a aussi des toutes petites structures, 1 ou 2 indépendants qui se regroupent pour faire une petite structure. On a aussi des médias qui ont des studios. Europe 1, un studio, Énergie, l'ADN, ça, c'est des médias aussi qui produisent pour d'autres, qui bien sûr dans leur package vont offrir de la visibilité média, c'est normal. Ouais, c'est unfair advantage. Voilà, mais ça veut aussi dire que quand on travaille pour des marques, aujourd'hui, les studios qui font du podcast sont en concurrence avec des acteurs parfois vraiment très différents. Et donc, tu peux te retrouver en concurrence avec le studio de Havas qui s'appelle Hercule, une plus petite agence et un média. Ouais. Et donc là, tu te dis, c'est aussi un choix à faire. Avec quel type d'acteur j'ai aussi envie de partir. Ouais, donc ça, c'est intéressant justement de les avoir tous exactement. Sous les yeux. Tu le fais, donc toi, alors t'es pas là depuis 6 ans, mais depuis quelques années. C'est quoi l'évolution un peu de cet écosystème je crois qu'on en parlait déjà l'année dernière d'un début de regroupement, consolidation. Est-ce que ça se traduit dans cette cartographie? Tu le sens en faisant un peu l'inventaire, en regardant de manière précise? Alors, c'est difficile parce qu'il faut vraiment prendre du recul. Et c'est vrai qu'une cartographie ne peut pas tout dire parce que c'est vraiment visuel, en fait. Le but, c'est aussi de se repérer. Et c'est une liste très améliorée. Hein. Parce qu'en plus, cette année, on a mis des fiches d'identité pour chaque acteur. Ouais. Donc, ça veut dire que pour chaque acteur, si vous cliquez dessus, vous voyez donc sa date de création, un descriptif et un lien vers son site. D'accord. Ce qui permet aussi quand même de se rendre compte. Donc, il faut quand même prendre un peu plus de recul. Moi, ce que j'observe, pour rebondir sur ce que je disais juste avant, les studios de production, clairement, il y en a de plus en plus. Pour moi, c'est pas tenable de continuer sur cette croissance-là parce qu'en fait, on va Par rapport à la demande, tu veux dire? Exactement. Parce que les marques continuent de vouloir faire du podcast. C'est pas en train de s'arrêter. Mais organique, ça me paraît... Il y en a moins. Ouais, et puis en fait, surtout, une marque, quand elle en a lancé 2, 3, elle va pas en lancer 10. En fait, c'est normal. Donc, toutes celles qui en avaient besoin, envie, l'ont fait ou continuent de le faire. Voilà, ou on en fait 1 ou 2, éventuellement 3. Ça paraît logique, elle va pas en créer 10. Donc en fait, il y a, on est de plus en plus de studios à créer, à accompagner des marques, mais comme on est de plus en plus, faut soit se renforcer sur sa proposition de valeur, se différencier. Je disais se spécialiser, et c'est très bien qu'il y en ait qui se spécialisent. C'est souvent nécessaire. Après, il y a aussi des indépendants qui se regroupent. Il y a eu des rachats ou des prises de participation. On en avait parlé l'année dernière. Il n'y a pas eu de grosses annonces depuis l'année dernière. Mais pour moi, voilà, c'est pas tenable qu'on continue de grandir comme ça. Il va falloir qu'il se passe des choses. Il y en a certainement qui vont disparaître. C'est sûr. Voilà, aussi. Quand tu dis c'est dans cet écosystème, que ce soit des technos, des acteurs, de la production. Oui, notamment etc. dans les studios de production, je trouve. Parce qu'il y a d'autres catégories, comme par exemple, peut-être qu'on pourra en parler après, mais des outils techniques qui se développent. Pour le moment, c'est assez récent. De plus en plus, en tout cas... en croissance, les outils techniques qui utilisent notamment l'intelligence artificielle, là, pour moi, il y a peut-être encore de la place sur le marché. C'est plutôt les studios de production où je dis pas qu'il y a plus de place, mais il faut vraiment arriver avec une proposition de valeur. Aujourd'hui, si on se lance, qu'on n'a aucune connaissance sur le podcast et qu'on se dit c'est pas grave, je vais me former, et en vrai, c'est très bien, et beaucoup ont commencé comme ça, je suis pas en train de dénigrer, mais c'est juste qu'il va falloir se faire une place, et c'est vraiment pas facile. Parce qu'il y a déjà beaucoup de monde sur le marché, et qu'en effet, quand tu es en concurrence avec... un média qui propose aussi de la visibilité sur son média, est-ce que toi tu peux l'offrir ou qu'est-ce que tu peux offrir à côté que tu n'as pas, que les autres n'ont pas, pardon. Je reviens quand même sur ce point spécifique. On n'a pas de stats sur le nombre de créations de podcasts de marques en volume, parce que il y a eu quand même un effet podcast où toutes les marques à un moment donné se disaient je veux un podcast. J'imagine que c'était le buzzword un peu dans les réunions marketing en se disant venez on lance un podcast. Et il y en a eu des super et on en fait chez Cosa Vostra qui sont super. Donc je pense vraiment que quand on prend le temps de le faire, c'est vraiment bien. Mais ça baisse, soit parce que les prods sont déjà en cours, tu l'as dit, et qui changent pas tous les ans de production, soit c'est un peu moins ce qui est demandé peut-être aujourd'hui. Alors, peut-être que je préciserai, c'est vrai qu'il y a eu énormément de demandes, je pense 2020, 2021, c'était vraiment, même moi je me souviens chez Cosa Vostra, c'était de la folie. Il y avait énormément de demandes, et c'est vrai que comme c'était un peu l'euphorie du moment, en fait, il y avait moins de freins au lancement, c'est-à-dire que les marques se lançaient assez vite. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elles vont avoir tendance à se dire tout de suite,
Moi, il faut que je sois sûre que ça marche, il me faut des KPI. Beaucoup demandent des nombres d'écoutes à l'avance. C'est impossible de donner un nombre d'écoutes à l'avance, surtout quand le concept n'est même pas encore fixé. Ouais. Donc, il y a une exigence qui est plus forte. Et elles vont vouloir un peu plus s'assurer, ce qui est aussi tout à fait entendable, s'assurer de pas mal de choses à l'avance. Et c'est vrai que oui, il y a plein de marques qui sont lancées, qui ont fait genre 4 épisodes qui se sont arrêtés. Bon, bah, ça, c'est terrible parce que c'est vraiment, t'as l'impression que tout a été gâché. C'est parce qu'on sait, nous, dans le podcast, il faut installer, c'est un peu un temps long, il faut un rendez-vous, il faut plusieurs saisons. On peut le faire juste sur 4 épisodes et arrêter, c'est... Mais c'est vrai que chez Cosa Vostra, il y a des marques qu'on accompagne comme Tagueilleur qui sont là, on en a un qu'on produit, c'est la 4e saison. Bah, ça, c'est génial. Parce qu'en fait, tu peux vraiment travailler en plus chaque année quelque chose de différent. Aller chercher une nouvelle audience ou renforcer le concept, le format, etc. Ça, c'est hyper intéressant aussi. Pour eux, c'est pas remis en question. Le format podcast, ça reste un super format. Ils en sont non, et puis après, on en a lancé plusieurs. Il y en a un où aussi, pour certains épisodes, on a de la vidéo. Enfin, on peut aussi travailler dans le temps des points assez spécifiques du podcast. Et non, c'est pas forcément remis en question. En tout cas, c'est sûr que ça reste un investissement. Il faut pas non plus... se dire oh là là, ces marques qui ne veulent plus lancer de podcast. C'est un investissement, c'est sûr, c'est un coût et c'est aussi du temps chez eux d'investissement. Donc mais c'est juste qu'en effet aujourd'hui il y a une exigence qui est normale de la part des marques. Elles sont peut-être plus lentes à la prise de décision. Voilà. Écoute, c'est clair. Est-ce que je reviens sur la cartographie qui était le sujet, on a un peu parti de petite digression sur le sujet un peu des podcasts, parce que de marque en tout cas, parce que c'est intéressant et c'est aussi quelque chose qui fait beaucoup vivre évidemment ce secteur. Est-ce que sur les nouveaux outils, tu parlais un peu d'IA justement, parce que c'est un peu lié, j'imagine, tu vas peut-être nous le confirmer, qu'il y a pas mal d'outils qui sont apparus, mais qui viennent aussi peut-être paradoxalement piquer un peu de boulot des studios de prod. On parlait de choses sur du sous-titrage qui se fait de manière automatique. C'est peut-être aussi des prestations qui étaient demandées, etc. On voit quand même fleurir pas mal de nouvelles choses avec l'IA qui automatisent et qui font que tu as encore moins besoin d'une prestation humaine. Oui, après c'est un peu la rengaine de l'IA. C'est pas que ça vient forcément piquer du boulot, ça permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Après, dans tous les cas, comme pour tout, ça nécessite une repasse dans l'humain. Donc nous, aujourd'hui, quand on utilise un logiciel pour nous suggérer, par exemple, des extraits à mettre en avant, mais certain qu'on va pas juste, même pas l'écouter et le diffuser. On va l'écouter, on va peut-être le challenger, et peut-être qu'on va juste pas le prendre. Donc en fait, c'est des outils qui nous aident. C'est pas forcément toujours aller plus vite, mais qui va nous suggérer des choses peut-être auxquelles on n'aurait pas pensé et nous remettre en question. Et ça, c'est très bien aussi. Et oui, il y a pas mal d'outils qui utilisent l'IA pour, donc, en effet, la retranscription, qui est un sujet aussi important dans le podcast, qui se faisait pas trop et qui se fait de plus en plus. Apple Podcast le propose depuis peu. Et nous, par exemple... La retranscription automatique. Ouais, des épisodes. Pour les producteurs de podcasts, quand tu uploads ton podcast, ou non, l'inverse pour l'utilisateur en live. Oui, pour l'utilisateur. Comme sur YouTube, oui, exactement. en live. Oui, exactement. Et par exemple, nous, on utilise un logiciel en post-production qui s'appelle Heidenborg chez Cosa Vostra. Et depuis, je sais pas, peut-être 2 mois, 3 mois, on a aussi la retranscription sur notre logiciel. Donc là, c'est côté producteur. C'est-à-dire qu'en plus de voir les ondes et de travailler sur du son, parce que voilà, faut le savoir, on ne travaille pas sur du texte, ça nous propose la retranscription, ce qui est aussi pratique parce que clairement, c'est pas le même type de travail et d'attention. Ouais. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir tout ça. Et il y a de plus en plus en effet de logiciels qui sont plutôt mis à disposition, je dirais, des indépendants qui ont, dans le podcast, il faut le savoir, on a quand même une chaîne de prod qui nous demande de faire plein de choses différentes. Ouais. Voilà, entre trouver un concept, chercher des invités, écrire un épisode, le monter, le diffuser, communiquer, c'est quand même pas c'est pas toujours les mêmes qualités. Et donc là, ça nous permet aussi parfois, je pense, d'aller plus vite. Et ça, vous les avez référencés dans la cartographie ? Ouais, il y a une catégorie qui s'appelle post-production, dans laquelle il y a une sous-catégorie outils techniques, dans laquelle vous pouvez en retrouver plein. Là, je vois en premier Adobe, qui a lancé Adobe Podcast, qui, pareil, est un super outil qui était en bêta l'année dernière, en 2023, et qui maintenant est payant, qui te permet aussi, quand tu as un fichier de mauvaise qualité, vraiment qu'il y a tu sais enregistrer qu'un téléphone de mauvaise qualité, tu l'uploades et ça va te nettoyer ton fichier, c'est assez incroyable. On en avait parlé ça quand c'était sorti, avec des trucs un peu fous, enregistrés genre dans une cathédrale ou je sais pas, et puis vraiment corriger le son et rattraper des enregistrements un peu foireux. Et pareil, ça te permet aussi en post-prod de couper pas les ondes mais le texte. Eux, ils te font une retranscription et si tu veux supprimer, c'est comme si tu étais sur ton logiciel d'éditeur de texte. Exact, tu sélectionnes ton texte. Ta phrase.
Et ça va supprimer le... Ouais. Ça, pour ceux qui font pas de podcast, c'est assez fou pour nous parce que nous, on travaille vraiment sur des ondes, donc sur du son. Donc, c'est pas mal de choses assez sympas à tester. En vrai, petit coup de cœur d'outils, un truc... Alors, Adobe Podcast, en vrai, il est assez bluffant. Je pense que tous les gens avec qui j'ai parlé, qui l'utilisent, et on est beaucoup à l'utiliser, en tout cas de l'avoir testé, c'est assez fou. En effet, je pense que mon coup de cœur, ça serait celui-là. Ok, à tester. Et donc là, tu as dit, donc nous, on utilise Heidenberg pour le post-prod. On a d'autres outils, celui qui sélectionne les extraits. Alors aussi, parce qu'il faut savoir, chez Cosa Vostra, on filme certains de nos épisodes. Et donc là, on fait des extraits vidéo, bien sûr, il y a du son aussi. Donc là, on utilise Opus Clip depuis quelques temps, on teste. On a aussi testé Clip. On utilise, bon, alors ça c'est autre chose, mais c'est pas pour de l'extrait, on utilise Trint pour de la retranscription. Qui est un des j'allais dire presque des ancêtres maintenant de la retranscription. Oui, et je vous dis ça, en effet, ça c'est pas... Il y a un peu de tout dans ces outils, il y a des outils qui sont depuis très longtemps. Et en l'occurrence, Trint peut être utilisé aussi pour plein d'autres métiers que le podcast. Oui, notamment pour les journalistes. C'était quand même très à la base pour les journalistes, retranscription d'interviews, etc. Un outil assez puissant. On est début encore 2024. C'est quoi pour toi les grandes orientations de cette année pour le marché du podcast? Alors ça, peut-être des choses qu'on a un peu dites, mais tu sens encore un mouvement de concentration? Est-ce que c'est l'IA qui va faire que? Est-ce que c'est la demande qui baisse? C'est quoi les grandes orientations que tu vois? Ouais, c'est pas facile de prédire. C'est pas un exercice facile. Non, clairement, je pense qu'il y a aussi un besoin qui est déjà en cours, mais aussi de développement en région. Ça, c'est hyper important. Pas que le podcast soit un format parisien uniquement, qui est aussi des acteurs qui comprennent les territoires, qui sont vraiment plus des acteurs qui utilisent de plus en plus le podcast et à raison, je pense. Donc le développement en région, on en a parlé des studios, à mon avis, il va y avoir besoin de se regrouper, il y en a certainement qui vont disparaître. Je pense que c'est une année assez stratégique pour pas mal de boîtes, vraiment où ça va être l'année où ça passe ou ça ne passe pas. Il y a aussi un truc que je vois sur les formations. Alors comme tout business florissant, c'est pas du tout que le podcast, mais en gros on a vu la demande du podcast. Aujourd'hui, si vous voulez vous former au podcast, franchement c'est pas du tout la même qu'en 2017 ou 2018. Vous avez de tout, il y a des écoles maintenant qui intègrent le podcast, alors je sais pas de quelle manière, je sais pas si c'est très bien en vrai, mais dans leur cursus de formation, il y a des coachs en tous sens. Bon, ça, c'est le marché du coaching, c'est encore autre chose. Il y a des indépendants, il y a des formations en ligne, en présentiel. Il y a aussi des structures très connues dans la formation, le CFPJ, etc. Et tu penses que c'est justifié? Parce que j'avais l'impression justement que... Alors nous, notre philosophie chez Cosa Nostra, c'est toujours été un peu... Voilà, tu le démarres, lance-toi, et puis c'est parti, t'achètes un Zoom, 2 micros, et puis... Ouais, c'est bien quand même de se former. Je dis pas qu'il faut pas se former, parce qu'en vrai, si c'est pour qu'on ait que des podcasts qui n'aient pas une bonne qualité sonore, ou qui n'aient pas d'intérêt éditorial, je dis pas du tout que c'est pas nécessaire. C'est juste que... je pense, mais ça c'est mon avis très perso, je pense que dans le marché de la formation, il y a tout. Et qu'en vrai, il faut faire le tri. Et c'est comme pour tout, je pense qu'il y a aussi des prix qui ne sont pas justifiés. Donc... Voilà, je pense pas que ça vaille la peine de mettre 3 000 €, tu vois, pour se former sur le podcast. Sachant que le matériel ne vaut pas autant, donc en plus, bon, ça n'a pas de rapport, mais en tout cas, il faut faire attention. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, voilà, c'est se parler avec aller dans des festivals, parler avec quelques podcasteurs, rencontrer des gens. Aussi accompagner. Enfin, des fois, on n'a peut-être pas aussi envie de tout faire, et si la post-prod, ça nous branche pas, on paye quelqu'un, quoi. Ouais, ou on prend un bon outil. Qui peuvent ça. Oui. Alors tu le disais, tout ça ne remplace pas. Voilà. C'est pas magique non. C'est pas magique non plus. Voilà. Il y a rien de magique. Non. Voilà pour cette cartographie. Donc cosavostra.com/cartographie au singulier -podcast. Tout à fait. N'hésitez pas à la partager, nous faire part de vos remarques aussi. On peut vous écrire à l'équipe. Ouais, c'est podcast@cosavostra.com. Donc c'est assez simple, podcast@cosavostra.com. Vous pouvez la télécharger en PDF, cette cartographie, pour information. Et sinon, elle est consultable sur le site, en effet. Bon, bravo pour cet énorme travail de formidable collègue de l'information. Si vous n'êtes pas dessus, que vous pensez que vous devez y être, n'hésitez pas à nous contacter. Pas de podcasteurs, a priori. Non, c'est vraiment plutôt les acteurs professionnels de ce marché. Impossible de référencer les podcasts, évidemment. Ouais, c'est les acteurs français, bien sûr. Il y a les acteurs internationaux. On n'allait pas ne pas mettre Spotify dessus. Donc, en fait, il y a aussi les acteurs qui sont référents à la matière, qui sont internationaux. Voilà. Et sinon, après, les plus petits acteurs, en effet, c'est plutôt les Français. On n'a pas référencé, par exemple, tous les hébergeurs du monde entier.
Non, c'est pas, voilà, sauf s'il y en a un qui a un truc vraiment hyper spécifique. Acast, par exemple, on les a quand même mis. Ça reste peut-être le 2e ou 3e en France. Donc, ouais, c'est important. Quand même. Super, merci Laura. On continue un peu sur l'actualité. Ça reste une pastille actu à la base, mais bon, forcément un peu spécial son et podcast, puisqu'on a une professionnelle du podcast à ce micro. Une actualité récente, c'est que le youtubeur Cyprien qui attaque en justice les auteurs d'une vidéo, d'une fausse pub en l'occurrence, qui usurpe totalement son image. Alors on l'a vu pas mal de fois, ça j'ai vu de plus en plus, alors ça faisait soit des photos, soit maintenant des vrais deepfakes pour faire passer des faux messages, des fausses pubs pour des arnaques souvent, ce qui montre que les créateurs de contenu vont pas se laisser faire non plus. Ce qui est normal. Ce qui est quand même normal, effectivement. Voilà, donc je sais pas si sur ce sujet un peu des deepfakes, et il y a cet article de Fortune qu'on a cité du 15 avril, qui s'alarme que les plateformes qui hébergent ces contenus voient une explosion du nombre de vidéos et audio générés par l'IA, et elles ont un problème de taille, c'est comment modérer tous ces contenus. C'est un vrai sujet, ça, la modération de ces contenus. Ouais, alors c'est un sujet de fond, et c'est vrai que là, il y a quelques actus, donc là, très récentes, avec Cyprien, en effet, qui attaque en justice ces personnes qui ont utilisé son image. Donc en l'occurrence, c'était pour une publicité pour des jeux d'argent. Ouais, c'est souvent de toute façon pour des industries un peu border, ou qui sont opérées depuis l'étranger, ça va être sur du trading, etc. Mais là, en l'occurrence, voilà, c'est donc vrai deepfake, pour des jeux d'argent. Mais c'est aussi beaucoup utilisé, ça a été vu aux États-Unis pour en politique. Ouais. On a vu notamment en audio justement des robocalls qui imitaient la voix de Joe Biden pour inciter, ça a été envoyé à des milliers de citoyens pour inciter au vote juste avant les primaires américaines. On a vu le maire de Londres aussi, on a utilisé sa voix pour des clips audio où en fait on l'entendait contester des marches pro-palestiniennes. Donc ça, c'était en fin d'année dernière. Il y a plein de deepfakes en audio aussi, et j'en parlais hier, je vais le citer, avec Samy, que tu as déjà reçu, qui travaille chez Cosa Vostra, qui disait que OpenAI avait déjà son service aussi de voice cloning, en fait, qui était prêt, mais qui ne le commercialisait pas, parce qu'en fait, en effet, les risques sont énormes. Alors, ceux qui, en plus, ont déjà lancé, notamment Eleven Labs, a lancé son service, ils savent que c'est majoritairement utilisé à des fins malhonnêtes, en fait. Et donc, il y a des bribes de solutions, mais qui sont pas du tout encore actives, qui sont proposées. Est-ce que c'est du watermark, où en fait tu watermark comme une image, c'est la même chose. Comme un filigrane, enfin en tout cas une espèce de une surcouche de protection qui est pas visible par audible à l'oreille humaine, mais si qui est audible, parce que par exemple quand tu vas sur une plateforme, une banque de sons, et que tu veux télécharger une musique, mais que c'est c'est un échantillon et que tu l'as pas acheté, tu vas avoir un watermark, donc tu vas avoir le nom de la boîte qui va se couvrir par-dessus ton son, ce qui fait que toi, tu peux pas l'utiliser, parce qu'en fait, c'est comme si tu avais ton filtre sur ton image. Là, c'est pareil. Est-ce que c'est un watermark sur ton son? Ou alors, il y a aussi... Alors là, je suis pas assez spécialiste, mais je pense qu'il y a des plateformes et des outils qui sont en train de se lancer où en fait, tu pourras uploader ton son, ton image ou ta vidéo, et qu'on puisse te dire, est-ce que c'est de l'IA? En fait, c'est comme quelqu'un qui pourrait détecter une contrefaçon d'un objet. Oui, comme ça existe déjà pour les textes générés par l'IA. Il y a plein de profs qui notamment utilisent ça pour vérifier que les études rendues par les élèves soient faites par l'IA générative. Et donc, tu aurais ça sur le son. Ouais. Mais avec le risque de vraies fautes, faux vrai, et le fait de douter de tout. Ouais. Et de toute façon, la modération, de manière générale, et comme je te disais, c'est un sujet de fond, déjà dans le podcast, mais c'est pas du tout récent. Et en fait, ce qui est assez énorme, c'est que là, je crois que c'était la semaine dernière, on a parlé de podcast sur le JT de France 2, ce qui est déjà en soi énorme, parce que on se parle de podcast, nous, sur Mediarama, les gens qui nous écoutent. Pour ceux qui nous écoutent, vous baignez dans ce milieu-là, donc ça vous paraît normal. Faut quand même se rappeler que le podcast, il y a plein de Français qui ne savent pas ce que c'est et qui n'en écoutent pas. Donc on en parle au JT de France 2 la semaine dernière, et on parle de la jungle du podcast sur ce sujet de la modération, puisqu'en fait il y a et encore une fois c'est pas récent, c'est juste qu'ils en ont parlé, ils ont fait un reportage où en fait ils sont intéressés à ces podcasts, notamment d'extrême droite, il n'y a pas que l'extrême droite, mais c'est notamment, ça en fait partie, ou d'extrémistes dans tous les, ça peut être aussi des masculinistes, par exemple, qui vont utiliser ce format, puisqu'en fait il n'y a pas de modération. En fait tu peux lancer ton podcast et dire
tout ce que tu veux, inciter à la haine, à la violence. En soi, c'est répréhensible, hein, je dis pas que ça ne l'est pas. Mais en fait, ton podcast, quand tu es créateur de contenu, pour ceux qui ne le savent pas, ça passe par un hébergeur qui héberge ton podcast et ensuite c'est sur des plateformes de diffusion. Et donc en fait, on se pose la question de savoir qui est-ce qui doit contrôler. Qui incombe la responsabilité. En vrai, la responsabilité, elle est du créateur de contenu. Ça, il y a ouais, bien sûr, mais c'est comme les plateformes, en fait. Est-ce que Facebook est responsable des contenus qui sont publiés Et donc là, le reportage de France Télévisions parlait notamment de Ocha, mais en fait, Ocha, pas plus qu'un autre, hein, qui est un hébergeur français. Ils ont fait un test en publiant un épisode et en effet, ils se sont dit « Ah, mais oui, mais c'est publié automatiquement. » Alors oui, c'est sûr que quand on baigne dans le podcast, on le sait. Hein. Oui, les épisodes, ils sur un bouton, uploader, c'est parti. Quoi. Ils vont pas tout réécouter parce que humainement, c'est impossible. Après, ça reste un vrai sujet, une fois que j'ai dit ça, parce que il y a quand même des personnes qui incitent à la violence et il y a des extraits qui sont hyper probants dans ce reportage. Il y a aussi le cas très connu du podcast de Joe Rogan aux États-Unis qui racheté par Spotify et qui a fait un peu polémique parce qu'il reçoit en fait des personnalités qui sont hyper clivantes, des complotistes, vraiment de tout genre. Alex Jones, je me souviens de médias de Infowars, etc. Et qui toujours défendu, quand même plutôt soutenu par Spotify, qui défendait plutôt son investissement. Parce que notamment, il y avait, comment il s'appelle ce chanteur Neil Young. Voilà, exactement. Qui avait menacé de retirer son catalogue de Spotify et puis ça n'a pas c'était je crois qu'il l'a fait lui à retirer. Oui, voilà. Mais Spotify a tenu bon. Ils ont pas ils ont continué de travailler avec Joe Rogan. Là le contrat a un peu changé parce qu'en fait il est en exclusivité Spotify, il ne l'est plus depuis cette année. On en avait parlé effectivement avec Jérôme Marin de Café Tech où c'est maintenant ouvert et ils sont plus sur monétisation. Mais voilà, en tout cas ils l'ont laissé faire et la modération des contenus, tu l'as dit sur le podcast, elle est quasiment impossible. Quoi. Ah oui, alors les plateformes, elles vont se protéger. J'ai lu notamment, tu vois, Spotify va dire que il est interdit d'affirmer que, par exemple, le cancer, le Covid ou d'autres maladies dangereuses sont des mensonges. Alors une fois qu'ils ont dit ça, ça n'empêche pas que des personnes le publient dans leurs épisodes et que ça atterrisse bien sur Spotify. Ouais. Ils se prémunissent en fait de certaines dérives. Deezer aussi le fait par exemple, mais après ils vont se protéger et dire on n'a pas de responsabilité éditoriale sur les contenus qu'on héberge, voilà. Mais reste ce sujet de comment est-ce que tu modères en fait. Et il y a donc là tout ce dont on parle jusqu'ici c'est la modération des contenus. Après il y a un autre sujet pour moi qui est la modération des commentaires. Ouais. Parce qu'il faut savoir que n'importe qui peut laisser donc des commentaires sur les différentes plateformes d'écoute pour le coup, mais que si moi déjà il y a des plateformes sur lesquelles tous les commentaires sont mis en ligne de type Apple, mais sur Spotify... A priori, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de modération pour mettre en ligne. Alors, tu publies, c'est mis en ligne. Oui. Alors, après, je ne sais pas si vraiment il y a une incitation à la haine évidente. J'avoue que là, je ne saurais pas. Si, par exemple, tu as un commentaire juste négatif sur ton podcast, toi, ça t'embête, mais il est quand même publié. Là où Spotify, les créateurs de contenu, créatrices, ont Moi, quand je reçois des commentaires, par exemple, si toi, sur Mediarama, il y a quelqu'un qui met un commentaire... bien sûr, on ne vous incite pas à faire négatif, en fait, moi, on peut choisir, nous, chez Causa Vostra, de nous le publier ou pas. D'accord. Mais ce qui est compliqué, c'est on peut pas... Moi, j'ai plein de gens qui nous posent des questions en commentaire. C'est pas que je peux pas répondre, parce que je pourrais passer par mon compte perso ou le compte de Causa Vostra, mais ça s'inscrirait pas dans le flux forcément de cette réponse-là. C'est pas comme sur WhatsApp, tu vas aller sur un message. Voilà. Avec une discussion. Donc, c'est compliqué parce que tu as aussi le sujet de la modération qui est pas... on va dire abordé de la même manière aussi en fonction des plateformes. Et c'est un sujet qui est assez vaste et qui peut faire assez peur, quoi, parce qu'il peut se passer aussi plein de choses et plein de dérives. Voilà, tu mets là-dessus un peu de deepfake, une incapacité à bien modérer. Et puis tu dis que ça va devenir un peu, ça risque de devenir un peu wild dans les mois, années qui viennent. Et surtout qu'on se parle de podcasts, certains là dont on parle d'extrême droite, en vrai, ils sont dans les tops. En fait, ils sont pas cachés, hein. Ils sont vraiment... Et puis, il y en a qui font polémique. Alors, pour plein de raisons, il y a plein de sujets aussi. Hein. On parlait tout à l'heure, avant qu'on enregistre, du podcast de Caroline Goldman. Alors, c'est pas quelqu'un d'extrême droite, c'était sur le sujet de la parentalité. Il a fait polémique, mais il est resté en attendant dans le top, je pense, 10 des podcasts d'Apple pendant des semaines. Ouais. On parlera effectivement tout à l'heure sur la parentalité, mais c'est quand même une bonne transition si tu parlais des tops, puisqu'il y a la CPM qui a sorti son classement mensuel. Alors, a priori, dans le classement qu'il publie, il n'y a pas de podcast d'extrême droite, donc c'est déjà ça. Oui, parce qu'il faut s'inscrire pour être... Oui, il faut s'inscrire. Oui, il faut payer et s'inscrire. Payer voilà.
voilà, c'est pas un classement ce qui peut être important pour certains annonceurs, etc. Donc ça peut être très bien. On salue l'équipe de la CPM. Mediarama n'y est pas. Non. Mais bon, non. Alors voilà, non, c'est pas juste parce que j'ai pas payé, mais je pense que j'ai pas les volumes suffisants pour être encore dans ce classement. Ça viendra. Faut partager un maximum les épisodes de Mediarama. Merci à toutes et à tous là-dessus d'aider. Plus sérieusement, on est vraiment sur des chiffres énormes. Alors effectivement, tu le dis, tous les Français n'écoutent pas un podcast, mais il y en a quand même quelques millions qui le font régulièrement. Le top 3 des podcasts les plus téléchargés sur la période, c'est les Actus du jour, Hugo Décrypte. Donc c'est quand même un énorme carton, 1,36 million de téléchargements versus 1,2 million en février, donc une vraie belle croissance. Le deuxième, c'est plus du catch-up, catch-up radio, Manu dans le 6-10, le best-of, énergie, suivi de transfert, 1,2 million, plutôt stable, mais bon, toujours dans le trio de tête, transfert. Transfert et Hugo Décrypte, en vrai, on les voit très souvent. Énergie, ils sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça dans la CPM, donc ils ont un peu secoué les classements, forcément. Mais Transfert et Hugo Décrypte, je me demande si Hugo Décrypte, avec le lancement de Elan, non, comment ça s'appelle son nouveau média? Je l'avais et je l'ai sur la formation. Ouais, sur la carrière. La carrière, les orientations, la conversion. Mais en tout cas, je me demande si ça n'a pas aidé aussi à... Peut-être. Je sais pas. Ça, c'est vraiment Elan. Ouais, c'est bien ça. Elan, c'est ça. Et voilà, côté marque, donc il y a un deuxième tableau. Je mettrai un lien. Il y a quelques extraits aussi qu'on retrouve sur la CPM Énergie. En tête des téléchargements en France, devant Slate et Bababam. Et tu vois, là, on retrouve exactement ce qu'on... Bon, Slate et Énergie, c'est des médias. Mais Slate, c'est beaucoup plus niche d'ailleurs que Énergie. Ouais. Et Bababam, qui est un studio qui fait aussi la monétisation par ailleurs. Et donc là, ça rejoint exactement ce qu'on se disait au début, de diversité des métiers au sein même de l'offre, quoi. Et c'est vrai que pour moi, ça me semble un peu difficile de comparer, tu vois. Comment tu veux comparer Énergie? Bababam, ils sont tellement moins qu'Énergie, ils n'ont pas la même force de frappe. Et en même temps, ils ne sont pas non plus 5 chez Bababam. Donc, c'est quand même une grosse boîte. Donc voilà, ça montre aussi la diversité de tous ces acteurs. Exactement. Donc voilà, c'était le classement. C'est toujours intéressant de voir le classement, un peu les résultats. Le dernier sujet un peu de cette pastille que tu as un peu dévoilé, en attendant, enfin pas vraiment, mais c'est plus sur la parentalité qui devient une verticale pour les médias généralistes, une tendance de fond qui a été bien repérée et racontée sur un article de la revue des Deux Mondes. Donc, la revue des médias. Pardon, la revue des médias. Je sais pas pourquoi je dis la revue. Ça aurait été plus surprenant, mais ouais, ça aurait été plus surprenant. Un beau média qu'on avait aussi accompagné il y a quelques années par Adélaïde Tenaglia. Donc, comment peut-on être parent, Nouvel Eldorado, de la presse généraliste qui se base notamment sur cette super newsletter Daron du Monde. Alors, c'est que je pense en avoir déjà parlé ici. Si vous êtes parent, je vous invite à vous y abonner. Elle est vraiment hyper intéressante. Et donc voilà, l'article raconte que avant c'était réservé à des médias généralistes ces sujets-là, mais que c'est un sujet de fond qui assez captif, qui marche bien et dont les médias généralistes se sont emparés plutôt avec succès. Ouais, en fait, c'est hyper intéressant. Donc vraiment, au-delà même d'être parent ou pas, ça montre comment les médias s'emparent de certaines rubriques. Et en fait, c'était considéré, je pense, clairement comme un sous-sujet, ou en tout cas réservé, alors déjà, ils disent avec des grands guillemets, un sujet de bonne femme. Donc en fait, auparavant, c'était dans la presse spécialisée, donc presse parents. Parents, fameux. Dont parents, déjà, le titre lui-même, mais aussi de magazines vraiment clairement féminins. Et aujourd'hui, en France du moins, les médias plus généralistes s'en emparent avec donc des rubriques. Ça raconte tout le travail aussi fait par Le Monde, par Libération. Et alors chacun garde sa ligne édito, donc c'est pas parce que c'est un sujet parent qu'ils vont tous l'aborder forcément de la même manière. Il y a des choses très clivantes, il y a des méthodes d'éducation, enfin il y a ou même des façons d'aborder. Je crois que Le Parisien il l'aborde sous son aspect hyper pratico-pratique. Comment est-ce que tu occupes tes enfants en voiture? Quelle sortie, quelle pratique. Tu trouverais pas ça sur Le Monde, tu vois. Enfin, chacun va aussi l'aborder de cette manière. Et en effet, après, il y a le sujet des personnes qu'on fait intervenir en fonction des méthodes d'éducation. Des opinions, vision des choses qui peut être plus ou moins clivante. Mais voilà, donc article assez intéressant qui est vraiment sur ce carton un peu de cette verticale de parenting, qui est quelque chose qui marche vraiment très bien. Et puis que moi aussi j'imagine bien, tu peux sponsoriser, trouver des annonceurs. C'est un marché important, on en a déjà parlé, mais tout ce qui est
puériculture, les enfants, etc. C'est quand même des sujets sur lesquels les gens mettent assez facilement la main au portefeuille ou sont à la recherche de recommandations, plus que pour eux. Bah oui, parce qu'en fait, même en période d'inflation, tu vas toujours plus privilégier l'investissement. C'est un grand mot, mais en tout cas, tu vas plus aller acheter, par exemple, des livres pour enfants que des livres pour toi. Donc, en fait, c'est un marché qui est énorme. Et c'est vrai qu'il y a plein de raisons qui sont expliquées dans l'article qui sont hyper intéressantes. Et ça a été porté en fait par des journalistes, alors très souvent quand même des femmes, qui vraiment ont, je pense, convaincu petit à petit les rédacs que en fait c'était un vrai sujet et qu'il y avait plein de choses à dire. Comment est-ce qu'en 2024 on fait famille? C'est pas du tout la même chose qu'il y a 10 ans, ou qu'il y a 20 ans, ou qu'il y a 30 ans. Il y a plein de sujets aussi d'actu qui sont liés aux... tu vois, les écrans et les enfants, c'est un sujet aussi assez énorme. Enfin bref, t'as plein de... Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, moi qui suis vraiment dans le podcast, dès le début du podcast en France, il y a eu plein de podcasts sur la parentalité. Parce que c'est un sujet niche, en fait, qui n'était pas traité dans ces médias-là, justement. Et en fait, ce qui est drôle, c'est... T'as hyper bien, voilà... Ouais. Et aujourd'hui... Alors, t'as toujours autant de podcasts sur la parentalité, mais les médias aussi s'y mettent. Et ce qui est très bien aussi, parce qu'ils ont quand même... Enfin, ça reste des journalistes. Donc, ils ont aussi un point de vue qui est... Enfin, un travail et une méthodologie de travail qui est importante. Tu vois, parce que sinon, en vrai, tu prends un micro, tu racontes n'importe quoi sur la façon d'endormir ton enfant. En se basant sur ton expérience un enfant. Voilà, de un enfant. Ça a bien marché, j'ai la méthode. Voilà. Je vais vous la raconter. Mais bon, et c'est marrant parce que je sais plus si c'était dans cet article ou dans un autre podcast que j'entendais aussi ce marché. Ben, on parlait du marché de la formation, mais du coaching aussi de sommeil pour enfants, qui est un marché énormissime. Bon, ce qui est bien aussi, c'est que les médias s'en emparent avec une méthode hyper sérieuse et qui permettent aussi aux parents de se détacher de plein d'injonctions, plein de conseils que tu peux entendre à droite, à gauche. Et c'est vraiment très chouette que des médias sérieux s'y mettent. Et je crois que aux États-Unis, c'était un peu plus en avance que nous, que les grands médias américains s'y étaient mis avant nous sur ces rubriques parenting, parentalité. Donc c'est cool. Et t'as un podcast à nous recommander là-dessus qui s'adresserait autant aux papas qu'aux mamans sur la parentalité. Alors voilà, je sais pas, encore une fois, on se disait un peu en préparant, est-ce que c'est neutre ou avec des choses très positives ou l'inverse, puisqu'on parlait donc justement de Goldman, dont j'ai oublié le prénom, Caroline Goldman, donc la fille de Jean-Jacques, qui avait eu un article sur Le Monde qui avait cartonné, puis après elle avait été chroniqueuse chez France Inter. Donc elle est un peu clivante parce qu'elle est un peu vue comme l'anti-psy positive. Enfin, en tout cas, elle s'est positionnée un petit peu là-dessus. Donc je sais pas si c'est bien ou pas, là c'est pas trop ça le sujet, mais est-ce qu'il y a un podcast intéressant là-dessus à suivre? Justement, pour être dans une démarche un peu plus média, un sujet que j'adore sur France Inter aussi, c'est Nadia Dame, qui a tous les dimanches du coup une chronique Famille & Co, qui est vraiment top et qui en plus du coup est sur des sujets hyper actuels. Par exemple, l'enfer des groupes WhatsApp de parents. Tu sais, genre que quand ton enfant il est à l'école et que t'es dans 3 groupes WhatsApp où en fait tout le monde commence à dire tout et n'importe quoi et que tu t'en fiches. Ça devient un pugilat. Donc ça c'est Famille & Co et un podcast assez récent aussi de Louis Média, donc un studio qui s'appelle Fête des Gosses, qui pareil est sur des sujets, en fait ce qui est très cool c'est qu'il parle de sujets qui sont pas forcément traités ailleurs. Et là je me souviens d'un épisode qui était mon enfant est violent. Genre qu'est-ce que quand on dit enfant là, il parlait surtout des enfants à la crèche, je précise, pas mon fils de 15 ans quoi. Sur les enfants qui sont violents à la crèche, qu'est-ce qu'on fait quoi? C'est un peu la honte et en même temps en fait on se rend compte qu'on est tous pareils. Donc ils sont des vrais sujets et ça c'est très chouette parce que pour le coup ils apportent quelque chose d'un peu nouveau qui est certainement complémentaire aussi avec ce dont on a parlé avant sur les médias plus traditionnels. Bon, et on mettra aussi des liens vers ces recommandations. Merci beaucoup, Laura. Merci, François. Et encore bravo pour cet énorme travail, je le dis, sur la cartographie du podcast. Si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à aller y faire un tour et puis peut-être connectez-vous à Laura sur LinkedIn pour la féliciter en direct. Elle sera ravie. Je suis pas seule à l'avoir fait. Non, je sais, mais tu transmettras à l'équipe. C'est pas effectivement un boulot d'équipe. Merci encore, Laura, et merci à toutes et à tous pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien. Cosa Vostra.